Céline Curiol est romancière et essayiste. Elle a fait paraître en janvier de cette année chez Actes Sud son nouveau roman « Les lois de l'ascension », une fresque de notre époque et de notre culture, un miroir des dilemmes et des paradoxes que chacun de nous doit s'employer à résoudre. Samedi 13 mars 2021, Céline Curiol était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse lors d'une rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau. Merci à vous d'être là pour cette rencontre avec Céline Curiol. Les lois de l'ascension, donc magnifique roman chez Actes Sud. Alors, 838 pages. Alors, dit comme ça y est, ça peut impressionner, mais c'est vraiment un livre qu'on lit aisément, j'ai envie de dire. Un livre très riche, on va en parler, qui a sûrement dû vous prendre, j'imagine, pas mal d'années de votre vie, parce que c'est quand même un roman monde, je dirais, un peu, on pourrait le qualifier comme ça, une sorte de fresque polyphonique un peu sur notre époque, où à la fois vous brassez, j'ai envie de dire, l'intime des personnages, l'intime, l'universel, les relations de couple, les relations père-fille, mais des questions aussi diverses que la question des migrants, de l'environnement, à travers le personnage de Célène, par exemple, qui est professeur en gestion de l'environnement. Quelques mots peut-être sur votre parcours. Vous êtes donc romancière et essayiste, diplômée d'ingénieur, je crois, diplômée de l'École nationale supérieure des techniques avancées. Vous avez été journaliste aux États-Unis ensuite, à New York, je crois, pendant une dizaine d'années, de 1999 à 2009. Devenue entre-temps, vous m'arrêtez s'il y a des erreurs, dans ma correspondante de la BBC, puis de Radio France ou de Libération, je crois, après le 11 septembre 2001. Et vous avez ensuite bifurqué, si j'ose dire, vers la littérature, et vous avez donc publié, entre autres, chez Actes Sud, Voix sans issue en 2005, Permission en 2007, Exil intermédiaire en 2009, L'ardeur des pierres en 2012, À vue donnée en 2013, Un 15 août à Paris, Histoire d'une dépression en 2014, Les vieux ne pleurent jamais en 2016, et donc aujourd'hui, ce très beau Les lois de l'ascension. Alors peut-être question, parce qu'on ne sait pas, il y a 6 personnages dans ce livre, c'est sur 4 saisons, hein, c'est été, automne, hiver, printemps, sur 2015-2016, dans un quartier, pas seulement un quartier, parce qu'on va voir qu'on va partir à un moment donné vers Dubaï, mais on est sur un quartier qui est Belleville, quartier qui n'est pas choisi, j'imagine, tellement au hasard. Qu'est-ce qui a été le point de départ, si tant est qu'il y ait un seul point de départ, dans un livre quand même d'une entreprise comme ça, aussi vaste, aussi ambitieuse? Est-ce que c'est l'idée de personnages? On suit 6 personnages différents, 3 hommes, 3 femmes, une parité respectée au passage, à travers donc une journée de leur vie, en gros une journée par saison, on va dire. Comment c'est architecturé, comment c'est forgé un petit peu l'idée ou les idées pour écrire un tel roman d'une telle ambition? Voilà, beaucoup de questions peut-être. Non, je vais. Et en tout cas, merci d'être là. Merci pour la lecture. Avec plaisir. Bonjour à tous, merci d'être là. Comme je disais tout à l'heure, je suis très contente de pouvoir faire une rencontre en personne, parce que c'est vrai que par rapport à d'habitude, quand je publie un roman, en général, c'est une occasion de rencontrer les lecteurs. Et là, il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rencontres de lecteurs. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Bref, donc en tout cas, je suis contente d'être là. Alors comment ça a commencé? C'est pas toujours facile de se rappeler. Je pense que ça a commencé avec un livre qui s'appelle Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre dont on n'entend plus tellement parler aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une vingtaine d'années, c'était un livre encore d'actualité. Et j'avais été complètement fascinée par ce roman qui donc brièvement est composé de 4 romans, donc un quatuor, dans lequel Durel raconte l'histoire, une même histoire, du point de vue de 4 personnages différents. Et j'avais trouvé le dispositif extrêmement ingénieux dans les décalages, ce qui permettait de montrer entre les différents points de vue, les malentendus, les différences de perception. Donc je m'étais dit qu'un jour, peut-être, quand j'en serais capable, si j'en étais capable, j'essaierais de construire un livre de cette façon. Donc la première idée des lois de l'ascension, c'était vraiment d'avoir les mêmes journées, 4 mêmes journées, racontées du point de vue de différents personnages. Je suis assez
assez fascinée toujours dans l'existence par la manière dont nos différences de perception, par exemple, on peut avoir passé la même journée, le même moment ensemble. Par exemple, à l'issue de cette rencontre, si on demandait à chacun d'entre nous de dire ce qui s'est passé, on aurait tous un récit différent. Par exemple, si vous demandez aussi aux couples comment ils se sont rencontrés, puis ils vous racontent pas la même histoire. Et dans ces décalages, je pense que naissent les tensions, mais naissent aussi nos richesses. Donc, de cette façon, en prenant ces 4 journées, je voulais montrer la question de la vérité. Où se situe la vérité? Qui détient la vérité? Quelle est la bonne perception des choses? Évidemment, il n'y en a pas, hein, mais c'était une façon de mettre en scène ces décalages-là, parce que c'est, selon moi, la grande force de la littérature, qui est justement de savoir changer de point de vue, savoir montrer une situation sous différents angles. Pour ma part, je me suis beaucoup interrogée quand j'étais jeune sur qu'est-ce que c'était d'être quelqu'un d'autre. Si j'étais vous, comment est-ce que je serais... quelle serait la différence, en fait? Et c'est dans ces différences que je trouve, et pour ma part, dans cette réflexion sur les différences, beaucoup de richesse. Donc, et le choix de 6 personnages, peut-être est-ce qu'il est arrivé... Enfin, je sais pas, j'essaie d'embrayer un petit peu. Oui, bien sûr. Le choix d'un lieu, enfin, 2 lieux différents, si tant est qu'on est essentiellement à Belleville, mais il y a des déplacements des personnages en métro à Paris, il y a une échappée vers Dubaï, on en parlera. Comment tout ça s'est-il forgé? Alors, le nombre de personnages, au début, c'était un peu aléatoire. J'avais dit que j'aurais 10 personnages, ça me semblait bien. Et puis, en fait, 10 personnages, en y travaillant, je me suis rendu compte que c'était énorme. Donc, il en est resté 6. Il y en a 4 qui ont disparu. Mais qui existaient, enfin, auxquels j'avais commencé à réfléchir. Quant au quartier, il se trouve que Belleville, c'est le quartier où j'habite, à Paris, depuis que je suis rentrée en France. Et c'est un quartier que j'aime, parce que j'y habite peut-être, mais aussi parce que j'y trouve là aussi une grande diversité dans la population, dans le genre de personnes qui y vivent, dans les origines. C'est un quartier très foisonnant, très vivant, et qui a la chance d'être dans une situation géographique un peu particulière, puisqu'il est sur une colline. Et comme vous savez, il n'y a pas beaucoup de collines à Paris. Donc j'aimais bien, pour un livre qui s'appelait Les lois de l'ascension, que l'action se situe sur une colline. C'était pas mal. Voilà. Justement, il est intéressant ce titre. Est-ce que pour vous, d'abord, un titre, c'est important de l'avoir rapidement d'entrée de jeu, ou est-ce que c'est un titre qui est venu comme ça au cours de l'écriture du roman? Parce que cette ascension, les lois de l'ascension, on peut faire... Alors du coup, on pourrait penser aussi aux lois de la gravitation, aux lois de l'hospitalité aussi, parce que l'hospitalité, le thème des migrations, de l'accueil de l'autre aussi. Est-ce qu'il était important pour vous d'avoir un titre? Alors, il se trouve que le titre n'est pas venu dès le début. Ce qui était difficile pour ce livre, c'était, comme vous l'avez dit, c'est un roman qui explore beaucoup de questions, beaucoup de situations, qui essaye d'être exhaustif, entre guillemets, sur ce qu'est notre époque. Et du coup, c'était difficile de trouver un titre qui puisse embrasser tout ça. Vous l'avez dit, j'ai une formation scientifique à mon actif. J'avais envie de jouer sur cette idée des lois de la gravité. C'est une sorte d'inversion des lois de la gravité, les lois de l'ascension. Donc, il y avait ce jeu là-dessus. Et puis aussi, il m'a semblé que tous les personnages du livre avaient une forme d'aspiration. Alors, je ne vais pas employer le mot d'élévation, mais s'interrogeaient sur leur ambition. Donc l'ambition au sens d'essayer de monter, de s'élever. Et tous étaient fascinés par la hauteur, en fait. L'idée de grandir ou de sortir aussi de sa condition sociale, qui peut être vue comme une forme d'élévation. Il y a un anthropologue français qui s'appelle Pierre Clastre, qui a beaucoup étudié en Amérique du Sud les peuples. À l'issue de toutes ces observations, il disait nous avons tous, comme êtres humains, un désir de sortir de notre condition, et que c'était un des moteurs de nos vies, quelles que soient nos origines. On avait tous en nous cette envie de sortir de sa condition que pour moi je me représentais comme une forme d'ascension. Voilà, et donc c'était aussi une réflexion là-dessus, à savoir qu'est-ce qui nous motive tous à sortir de cette condition première qui est la nôtre au départ. Alors il y a une dimension quand même très présente dans le livre qui est celle de l'engagement, allez, j'ose le mot, d'interrogation sur notre époque, sur
la solidarité très importante, qui est un peu un axe de lecture possible, mais il y en a énormément dans ce roman. Est-ce qu'il faut faire la révolution? Enfin, c'est notamment porté par un personnage du livre qui s'appelle Hope, enfin Pénélope, alias Hope, puisqu'elle a changé de prénom, je ne vais pas en dire plus. Et il y a aussi en toile de fond, j'ai trouvé assez présentes les révolutions arabes, notamment à travers le personnage de Monsef Bek et ce Tunisien que va rencontrer au tout début du livre, au bas de chez elle, justement, Orna, qui est donc journaliste, qui est donc l'un des personnages du livre. Je me suis posé la question, comment est née un peu cette idée de faire entrer dans le livre cette thématique, justement, cette réflexion sur l'engagement au sens large et sur aussi ce qui peut nous unir, nous, en tant qu'individualité, au collectif. Alors, c'est une question un peu difficile, mais enfin, je peux faire une longue réponse. Alors, par rapport aux révolutions arabes, il se trouve que, donc en 2011, quand on commençait ces mouvements, moi, j'étais encore journaliste. Je travaillais comme rédactrice en chef dans une rédaction un peu comme Orna, d'ailleurs. Et j'avais été beaucoup questionnée par ces mouvements, notamment sur la façon dont les médias les caractérisaient. Quand on en parlait, nous, dans la rédaction où je travaillais, dans nos articles, comment il fallait appeler ces mouvements. Est-ce que c'était une révolte? Est-ce que c'était une révolution? Est-ce que c'était une rébellion? Donc il y avait tout ce vocabulaire. Alors comme moi, je m'intéresse aux mots parce que je pense qu'ils portent énormément de nos visions et de ce que nous sommes, je réfléchissais, voilà, qu'est-ce que c'est une révolution finalement par rapport à une rébellion, par rapport à une révolte? Et voilà, je pense que c'est ça qui a initié cette idée autour de la révolution. Et puis, du fait de ma condition d'écrivaine, je m'interroge tout le temps parce que l'écrivain est une figure qui est à la fois dans et en dehors de la société, parce que si vous voulez pouvoir parler de la société, il faut la connaître et en même temps, il ne faut pas être complètement absorbé par elle. Et moi, ça m'a toujours questionnée de savoir, en tant qu'écrivain, où est ma place dans cette société? Et est-ce que je fais partie du collectif? Parce que finalement, quand on est un écrivain, on est assez solitaire, on travaille tout seul, on n'est pas dans une entreprise. Donc, il y a cette question de l'individuel, il y a cette image de l'artiste qui serait très égoïste. J'ai des étudiants qui me disent... vous êtes écrivain parce que vous êtes égoïste. Bon, ok. Mais en tout cas, il y a cette idée, cet écrivain qui est à la fois individualiste, pas individualiste, seul, qui travaille seul et qui fait partie du collectif parce qu'il apporte un message, un regard sur ce collectif. Et je me suis rendu compte aussi qu'on était dans une époque où on est beaucoup questionné là-dessus par rapport aux problématiques environnementales. Par exemple, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai fait une spécialité en sciences de l'environnement. Et déjà à l'époque, c'était à la fin des années 90, on se questionnait sur les rapports entre l'économie et l'environnement, à savoir comment fait-on pour protéger un bien qui n'appartient à personne. Donc qui est un bien commun, mais sans lien de propriété évidente avec les individus. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est encore plus dans cette interrogation, c'est-à-dire comment, et il y a plein de penseurs actuellement qui essayent de ramener cette idée, quel est notre bien commun et comment on le protège, si on n'a pas nécessairement un lien de propriété avec ce bien commun. J'ai beaucoup travaillé dans le roman sur cette idée, justement, à savoir quel rapport il y a entre la propriété privée et le soin. Est-ce qu'on ne prend soin que de ce que l'on possède? Et il me semble qu'on est beaucoup en Occident aujourd'hui dans des raisonnements de cet ordre-là. Je ne juge pas, mais est-ce que ces raisonnements-là vont nous permettre à l'avenir de ralentir la catastrophe qui nous guette quand même? Cette idée, justement, cette réflexion sur l'environnement, il est essentiellement porté. Je dis porté parce que finalement, les personnages portent chacun. Vous venez de parler, parce qu'il y a une telle richesse, ce livre, que parfois je vais de l'un à l'autre, mais vous venez d'évoquer aussi l'importance de votre condition d'écrivaine, mais cette écriture, elle est présente dans le livre, elle est présente à travers le personnage, par exemple, de la mère de Hope, qui passe son temps, qui veut écrire, qui a écrit un roman qui a été publié dans le livre, porté également par Modé, ce très beau personnage sénégalais de 60 ans, qui a travaillé longtemps dans une association qui aide les migrants à s'installer, et qui écrit de la poésie. Alors, dit comme ça, on se dit la poésie, oui, on a peut-être une image d'Épinal de la poésie, un peu légère, mais non, justement, je crois que pour vous, je l'ai lu comme ça, c'est aussi une manière de s'engager. Lui, il est poète,
Et aussi le psychanalyste, qui s'appelle Pavel, lui aussi rêve d'écrire et un jour va écrire un livre sur sa pensée, sur sa pensée psychanalytique. Et on sent bien qu'il aurait peut-être envie d'évoluer encore, d'en écrire d'autres. Et donc cette dimension d'interrogation sur l'écriture, elle était en effet très présente dans le livre. Ouais, portée par ces trois personnages. Modé, c'est un personnage qui m'est assez cher parce que justement, il s'assigne une espèce de mission au début, quand on le découvre au début du livre, il s'assigne une mission d'écrire tous les matins un poème. Et il essaye de rester dans cette discipline, entre guillemets, parce qu'il se dit, le jour où je vais mourir, je serai seul. Il est sûr qu'il va mourir seul. Je serai seul. Et ce qu'il me restera de ma vie, je relirai tous ces poèmes. Alors, il les écrit, mais il ne les relit pas. Donc, il les met dans un cahier, il les écrit, et puis il se dit, au moment de ma mort, je vais tout relire. Il a cette idée un peu de mise en scène, mais en même temps qui est assez touchant, comme arme contre la mort, d'une certaine façon. Et il croit, et je serais tentée de croire la même chose que lui, il pense que la poésie reste la forme de révolution la plus forte, même aujourd'hui, parce qu'elle est une révolution du langage. Et que finalement, le langage, même si on le maltraite, même s'il se ratatine, il est encore ce qui nous tient, ce qui nous traverse. Voilà. Et la mère de Hope, j'aime bien ce personnage, parce qu'elle passe comme ça un peu un moment. C'est une écrivaine ratée. C'est un petit peu mon démon, quoi, en fait. Et elle a écrit un seul livre qui raconte l'histoire de la conception de sa fille, parce qu'elle a eu du mal à avoir cette fille, et donc elle a écrit un roman dessus, et depuis, rien. Enfin, elle écrit, mais elle n'arrive pas à publier, et elle a 75 ans, et à un moment, il faut qu'elle lâche l'écriture, et c'est très compliqué, hein. Et elle a l'impression que ce qu'elle écrit est directement lié au sort de sa fille. Donc il y a un peu l'idée de la parole magique comme ça, de la parole performatrice. Et elle a ce lien. La question de la place de l'écriture dans nos vies m'a toujours travaillé. Pour cause, je suis écrivain. C'est dans d'autres. Ouais, c'est pas un hasard. Mais c'est pas seulement pour parler de l'écriture, pour parler de l'écriture. C'est parce que je pense que l'on soit écrivain ou lecteur, on a un rapport à l'écriture. Hein. Et c'est aussi ce rapport-là qui est interrogé à travers ces personnages. Vous venez de parler du lecteur, et en effet, c'est vrai, c'est intéressant. Vous le disiez au début, Céline Curiol, chaque chapitre correspond à une journée en fait, dans la vie d'un personnage. Et on va... régulièrement vivre en fait la même journée, vue des deux points de vue, vous l'avez évoqué au débat. Donc c'est vrai que le lecteur lui-même a d'abord un premier point de vue, celui d'un personnage. Après, la saison suivante, il a le deuxième point de vue avec l'autre personnage. Et ça, c'est intéressant parce que la vérité, il n'y a pas de vérité de toute façon. Oui, mais voilà. Il y en a peut-être une. Mais vous laissez aussi une place importante au lecteur qui peut lui-même s'immiscer un peu dans les interstices, essayer de faire un peu la moitié du chemin, je ne sais pas. Enfin, est-ce que pour vous c'est important, j'imagine? Pour moi, la écriture et lecture, c'est un travail collaboratif aussi avec les personnes qui lisent, parce que chaque lecteur recompose, chacun lit un livre un petit peu différent. Et il y avait aussi cette idée dans ce décalage de point de vue, de laisser la place au lecteur, de saisir, de ne pas lui imposer, voilà, ça... mais de montrer, oui, la complexité, où se loge la vérité, finalement, entre ces deux points de vue. Alors, il y a 6 personnages, on peut les évoquer un peu plus en détail. Alors, il y a Orna, qui est donc une journaliste, qui est en fait rédac-chef adjointe de contenu du site web pour une télévision. Une télévision, absolument. Avec une très belle interrogation, je trouve, très intéressante sur ce que devient malheureusement peut-être un peu une certaine forme de journalisme actuellement, qui est un peu la gestion de contenu, pour aller vite. Voilà, je schématise, mais bon, il faut bien sûr lire le livre. Il y a Célène, qui est la sœur d'Orna, qui est elle, professeure en gestion d'environnement, qui à un moment donné va postuler pour un poste à Dubaï. On n'en dira pas plus, parce qu'il faut laisser après le lecteur, la lectrice découvrir. Hope, dont on a parlé, que cette jeune fille, qui est étudiante à Sciences Po, si je ne m'abuse, et qui à un moment donné travaille dans un entrepôt qui fait quand même furieusement penser à Amazon. Enfin voilà, il n'est pas nommé, mais enfin bon. Un personnage aussi de Modé, ce Sénégalais, donc de 60 ans, qui est arrivé en France à un moment donné. Donc aussi la questionnement, interrogation sur l'accueil en France, les réflexions sur les migrations qui sont vraiment présentes à travers ce personnage. Pavel, un psychanalyste aussi, qui lui s'interroge aussi beaucoup sur sa vie, sur son travail, sur ses rapports avec sa fille. Très beau personnage de Léa, sa fille, qui a aussi un lien, on ne va pas en dire plus, parce que les personnages, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on découvre les liens qu'ils peuvent avoir. Et enfin,
Mehdi, jeune garçon, dont on comprend progressivement qu'en effet qu'il va pencher peut-être vers une forme de radicalisme. Et là, il y a un travail sur le langage. Alors, de toute façon, il y a un très beau travail sur la langue, très belle description aussi poétique par moments de la nature aussi. Il y a vraiment, vous êtes sur plusieurs registres, ça j'aime beaucoup. Et également, vous avez aussi un travail sur la langue à travers ce Mehdi, je trouve, parce que c'est un travail sur le langage de certains jeunes actuellement. Et ça, j'imagine que ça n'a pas été évident, parce que, bon, vous n'avez pas 20 ans quand même, mais je pense que... Ah bon, vous aviez remarqué? Non plus du reste, mais c'est vrai que est-ce que ça vous a posé des difficultés, ce travail, ou Ah oui, c'était un challenge, mais j'avais envie pour ce personnage, donc... qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui un jeune de banlieue, voilà, qui n'a pas forcément la vie facile, qui vit avec sa maman qui est seule, qui est femme de ménage, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils font pas grand-chose. Et pour représenter ce personnage, j'avais envie de lui donner sa propre langue, c'est-à-dire la langue aussi que j'entends parler par les jeunes de mon quartier, à Belleville. Comme vous le dites, ce n'est pas une langue que je manie beaucoup au quotidien, voilà. Et donc, il a fallu travailler pour qu'évidemment, ça soit crédible aussi. Moi, j'avais peur qu'on me dise la bobo qui essaye de faire parler verlan, ça va pas du tout, quoi, en fait. Je pense, alors vous me direz, je pense avoir pas trop mal réussi. C'est vraiment en orientant sa parole vers la poésie, là encore. C'est-à-dire que c'est un français qui est déformé, qui est réapproprié par une personne qui, finalement, nous, on pourrait dire qu'il le maltraite, mais qui retrouve un rythme, une prosodie qui lui est complètement propre. Et je voulais montrer aussi que notre façon de parler, elle reflète profondément qui nous sommes. Le rythme de notre voix. J'ai fait de la radio, donc les voix, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, à quel point elles nous sont propres. Et je voulais montrer, voilà, à travers ça, vraiment montrer Mehdi à travers sa voix et cette poésie que je pense... Quand on déprécie la façon dont ces jeunes parlent, je pense qu'ils y mettent beaucoup plus. C'est pas un manque d'effort, c'est pas je parle mal français parce que je fais pas l'effort de bien parler. Il y a bien autre chose, je pense. Il y a une réappropriation et aussi une forme de scansion, de prosodie, qui sont beaucoup plus complexes que ça, que juste j'ai la flemme donc je fais pas l'effort. Le choix de la période 2015-2016, traversée par les attentats qu'on connaît, sans en dire plus, mais c'est vrai qu'il y a aussi dans le roman des moments de grande tension, de violence. Là aussi, vous réussissez aussi, ce qui n'est pas évident, des moments de suspense, on est vraiment pris au trip, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'incarner, quoi. Pourquoi 2015-2016 vous trouviez que ça représentait bien cette période justement vous avez parlé des révolutions arabes, mais... Tout ça, on a parlé des révolutions arabes tout à l'heure, c'est vrai que c'est une continuité. Pour moi, il y a une continuité entre ce qui s'est passé dans cette partie du monde, notamment en Syrie, et le terrorisme qu'on a pu vivre en France en 2015. C'est pas du tout séparé, c'est des choses qui ont eu des répercussions. Donc ça me semblait, j'allais dire logique, mais en tout cas, ça allait, un peu de soi, de découler, voilà, de choisir cette année-là, qui avait aussi été une année très marquante, si je voulais parler aussi de cette violence et de ce qu'est une révolte sous toutes ses formes, parce que alors, je ne veux pas trop rentrer dans le sujet du terrorisme parce que c'est un sujet délicat, mais qui peut être considéré aussi comme une forme de révolte. Une révolte violente, bien évidemment, mais une révolte néanmoins. C'est très bien que vous en parliez, parce qu'il y a quand même un sujet, un thème, une idée qui est très présente dans le livre et qui revient, je crois, à plusieurs reprises. C'est est-ce qu'on meurt encore pour des idées aujourd'hui ? Vous pouvez penser à la chanson de Brassens aussi, mourir pour des idées, mais de mort lente. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce questionnement aussi qui fait partie du roman. Oui, c'était une question que justement, au moment de ces attentats, c'est une question, je ne suis pas la seule à me l'être posée, à savoir prendre ces jeunes hommes qui étaient prêts à mourir pour défendre leur représentation du monde. Et je me disais que c'est vrai qu'en France, en Europe, on en était venu à une forte protection de la vie humaine. C'est-à-dire que, mais c'est tant mieux, à travers la santé, à travers les droits de l'homme, on considère que la première chose, par exemple, quand on fait du journalisme, il y a un événement, on va annoncer le nombre de morts. Et c'est le nombre de morts qui va mesurer, en quelque sorte, je mets des guillemets, la gravité de l'événement qui est en cours. Donc, on a cette vision. Aujourd'hui, on conçoit très peu de mourir pour ses idées. Et l'idée d'aller sacrifier sa vie pour défendre une opinion politique, elle nous est très étrangère, alors que ça a pu être pendant des siècles quelque chose de normal dans l'histoire de l'humanité. Je me disais, est-ce que la politique, est-ce que l'engagement vraiment, est-ce que la révolte peut se faire
Alors vous allez me dire, ça peut être une révolte démocratique, mais c'est un peu antinomique. Dans ma vie, j'ai pu rencontrer des gens qui avaient justement des réfugiés. J'ai travaillé avec des réfugiés sur des ateliers d'écriture qui, dans leur pays, avaient eu des rôles politiques et qui, eux, avaient été... Alors ils avaient fui, mais à un moment, ils avaient vraiment été exposés, c'est-à-dire que leur vie était littéralement en danger pour les opinions qu'ils défendaient. Et j'étais très impressionnée parce que moi, je me disais, je ne fais pas ça et je ne suis pas sûre que je serais capable de le faire. Alors, il ne faut pas qu'on donne le sentiment au public, parce qu'on parle beaucoup des thèmes, des sujets. Ce n'est pas un roman à thèse. Hein. Non, parce que je le précise, parce que vous ne l'avez pas peut-être encore lu. Ce qui est très réussi aussi, c'est d'arriver, on parlait de l'intime au départ, mais c'est vrai que le livre est dédié à l'amour. L'amour avec un A majuscule, en plus, qui n'est pas, à mon avis, anodin, mais c'est vrai qu'il y a les relations de couple, il y a les questions des ruptures, la question des rapports, je l'ai dit au début, je crois... Très beau rapport de Pavel avec sa fille Léa, par exemple, ou de Hope, alias Pénélope, alias Hope, avec sa maman qui écrit des romans. C'est un livre engagé, donc il y a des idées qui passent, évidemment, mais c'est jamais, vous voyez, plaqué, imposé. En fait, on est toujours dans la sensibilité, dans les rapports de l'intime, chaque personnage portant peut-être une idée, mais étant aussi dans un rapport d'intimité voilà, très, très, très profond. Ça, je trouve que ce n'était pas évident. Tant mieux. Oui, non, mais c'était un souhait, parce que je ne voulais pas... C'est pas, comme vous dites, ce n'est pas un livre à thèse. Je ne suis pas en train de plaquer, de dire, voilà... C'est un roman, quoi. Voilà. C'est un roman. Donc... Ce que je disais, la multiplicité de points de vue, et ces questions sont abordées aussi sous le regard de chacun des personnages, qui est différent. Et voilà. Et pour moi, l'intime, l'émotionnel, ça fait partie de l'écriture romanesque. C'est pas dissocié. Donc l'enjeu, c'était arriver à conjuguer à la fois ce questionnement social, philosophique, avec des vrais personnages qui aient une vie émotionnelle, qui aient une vie intime, qui soient pris dans des relations, qui sont finalement, parce que si j'ai dédié le livre à l'amour, qui sont pour moi le cœur. Enfin, sans vouloir faire de mauvais raccourcis, mais voilà, ces liens sont vraiment le moteur. Enfin, ils ont une place très importante, hein, première d'ailleurs pour chacun d'entre eux. Et moi, je suis très intéressée dans mes personnages à essayer d'explorer la façon dont les choses s'articulent, c'est-à-dire l'articulation entre l'émotion et l'action. C'est-à-dire comme Pavel, par exemple. Pavel qui a ce questionnement sur la colère, d'où vient la colère, il écrit dessus, il travaille avec ses patients et savoir ce que la colère lui fait faire, comment ces émotions peut-être très fortes agissent sur ses actions dans le monde aussi. Il a beau être psychanalyste, il se rend compte... il est nul. Voilà. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein, ouais. C'est vrai. Moi, je regarde, je suis peut-être pas le seul, la série En thérapie actuellement, là, que je trouve, je sais pas si vous la regardez, que je trouve j'ai essayé. Assez intéressante. Enfin voilà, il y a aussi des passages très précis sur ses rapports avec ses patients. Ça, c'est le fruit de, je sais pas, d'une expérience ou je sais pas Oui, enfin, je suis pas psychanalyste non plus, mais j'ai eu une expérience de psychanalyse pendant pas mal d'années. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, et donc j'avais envie de choisir ce personnage de psychanalyste parce que lui aussi travaille sur le langage. Et puis j'ai toujours trouvé assez, finalement, je me rappelle quand j'allais en consultation. Il y avait d'autres patients qui venaient. Et alors, je rêvais de pouvoir entendre ce qui se racontait. Parce que je me disais, toi, tu sais comment ça se passe pour toi, mais alors, je rêvais d'entendre que la porte, elle reste ouverte ou qu'il y a un petit trou et que je puisse savoir qu'est-ce que les autres qui racontaient et comment ça se passait pour eux. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un mal commun, mais j'étais très intéressée par ce qui se passait quand j'étais dans la salle d'attente, ce qui se passait dans le cabinet. Donc, en fait, j'ai un peu comblé ce déficit en inventant des consultations parfois un peu drôles, un peu... Voilà, humour aussi, pardon. Parce qu'il a toutes sortes de patients. Bon, certains assez, on dirait, haut en couleur. Voilà. Mais aussi, c'est très sérieux dans le sens où je me suis vraiment efforcée de montrer le processus de projection, de transfert à l'œuvre et essayer de montrer sur quoi agit le psychanalyste et la psychanalyse. Et même si ça reste toujours mystérieux et qu'évidemment, ça dépend de la configuration entre l'analyste et le patient, je voulais montrer les différents aspects. Et pour revenir à la série En thérapie, c'est incroyable le succès de cette série. Alors vraiment, il y aurait une étude à faire là-dessus. Est-ce que toute la France a besoin d'une thérapie ? C'est peut-être ça, je ne sais pas, mais c'est impressionnant. Moi, ce qui m'a un peu gênée, c'est justement, je trouvais que parfois, c'est un peu caricatural. J'espère que ce que j'ai fait est un peu moins caricatural, voilà, dans le rapport entre la posture de l'analyste et la posture du patient. Parfois, ça ressemble un peu trop à la confession dans la série, ce que n'est pas l'analyse, c'est pas une confession.
Vous écoutez la romancière et essayiste Céline Curiol à la librairie Ombre Blanche, samedi 13 mars 2021, autour de la publication de son roman Les lois de l'ascension aux éditions Actes Sud. Dans ce livre, il y a beaucoup de personnages secondaires, on va dire, que vous arrivez aussi à très bien faire exister, incarner. Les personnages un peu en arrière-plan, mais qui ont vraiment leur importance, parce qu'ils ont aussi leur importance, notamment, je trouve, à travers la transmission. L'idée, par exemple, le père qui s'appelle Henri, je crois, le père des deux sœurs, Orna et Célène. Par petites touches aussi, le lecteur va apprendre des choses intéressantes sur le passé de ces personnages. Il y a tout un arrière-plan et toute une deuxième série de personnages qui est très présent aussi. Il y a 6 personnages, c'est vrai, en premier plan, mais il y a vraiment tout cet arrière-plan de personnages qui vraiment existent vraiment et qui font qu'il y a une empathie aussi qui se crée et qui rend très crédibles ces relations humaines, en fait. C'est marrant parce que hier soir, j'étais à Foix, au théâtre de Foix, et la personne avec qui j'étais en discussion, Astrid Catala, parlait d'une photo de famille. Et j'ai trouvé que c'était assez juste. Il y a les personnes au premier rang et puis les autres derrière. Et pour moi, c'est un petit peu comme au théâtre. Vous savez, il y a le personnage principal et puis il y a le personnage secondaire qui met en valeur, qui permet au personnage principal aussi d'exister. Donc ces personnages, on va dire secondaires, avaient aussi un rôle important à tenir, parce que finalement, ce ne sont pas des personnages plantés tout seuls. C'est un réseau et chacun tient grâce aux autres. Je fais un raccourci en le disant comme ça, mais les problématiques de chaque personnage sont aussi générées par tous les personnages secondaires qui gravitent autour. Je parlais de la journaliste Orna, qui, elle, s'interroge aussi beaucoup sur son métier, parce que, pour le coup, ça, c'est quelque chose auquel vous teniez d'aller... pas dénoncer, parce que ce n'est pas une dénonciation au sens... Bon, comme il y a aussi un engagement sur le consumérisme actuel du monde, le fait que tout est finalement des négociations financières. Mais il y a quand même une grande réflexion qui revient à plusieurs reprises dans le livre. Et puis, en fait, une forme de féminisme, moi j'ose le mot, parce que je trouve qu'à un moment donné, sans raconter, mais il y a quand même un moment, ça pourrait basculer, elle pourrait devenir rédactrice en chef, non pas adjointe, mais... Voilà, mais vraiment. Et bon, là, on ne dévoile pas non plus un secret d'État du livre, mais il y a quand même une collusion masculine très forte, voilà, une complicité qui se crée contre elle. Et là encore, c'est réussi parce que c'est pas où vous l'amenez, j'ai envie de dire subtilement, quoi. Parce que j'ai été journaliste, que j'ai observé un certain nombre de choses, et je pense que j'ai été désolée, je ne vais pas dire que j'ai souffert, ça serait trop fort, mais j'ai été désolée de voir un certain nombre de dégradations. Alors, il y a encore plein de choses très bonnes dans le journalisme, qui est un vaste sujet, parce que les médias sont très divers, les journalistes sont très divers. Mais l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux a énormément bouleversé cette profession dans ses pratiques. Et je ne suis pas sûre que toutes les rédactions aient su pallier un certain nombre de distorsions qui se sont créées du fait de l'arrivée d'Internet. Et moi, j'ai vu un grand écart entre... Parce que j'ai travaillé, je me suis occupée d'une équipe de journalistes qui étaient plus jeunes que moi, qui avaient entre 25 et 35 ans. Et je voyais vraiment les écarts de leur façon de concevoir l'information. C'est-à-dire qu'on est passé d'une recherche de l'information à une fabrication de l'information. C'est un petit peu différent. Donc moi, quand j'étais jeune journaliste, je rêvais d'aller sur le terrain, je rêvais de partir en reportage, je rêvais d'aller rencontrer des gens. Pour moi, l'essence du journalisme, c'était la rencontre, chercher, interroger. Alors que, pas tous, mais une partie, beaucoup moins. Ils pouvaient tout à fait concevoir rester devant leur ordinateur et chercher l'information sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de... C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Ben non, tu vas sur... Mais tu vas appeler. Prendre le téléphone et appeler. Non, mais je suis méchante parce que je caricature, mais c'était un petit peu ça, c'est-à-dire une espèce de peur aussi de... Mais non, c'est là, je peux tout trouver sur les réseaux sociaux, j'ai pas besoin.
avec la course à l'image, évidemment, l'importance, évidemment, on est envahi de ça, évidemment, faut aller plus vite que l'autre. Mais c'est un énorme cercle vicieux, parce que les journalistes qui commencent, ils sont aussi au service de leurs responsables, de leurs chefs, qui sont même au service d'une direction, qui perçoit qu'il y a des impératifs financiers. Enfin, j'apprends rien à personne. Donc, il met la pression parce que le public serait en demande de telle ou telle chose. Donc, on fournit les contenus que l'on pense le public souhaitait. Et puis après, ça repart. Et comme ça, il y a une espèce d'appauvrissement dans ce cercle vicieux-là. J'évoquais au début, ça se passe donc sur 4 saisons, 2015-2016, donc 6 personnages. C'est vraiment c'est un peu, je ne sais pas comment on pourrait qualifier, je disais fresque polyphonique, mais il y a quand même un très beau mécanisme, et au bon sens du terme derrière, il y a quelque chose, il y a un dispositif, je ne sais pas quel mot employer pour dire que finalement on est pris dans un dispositif global, le lecteur. Et est-ce que vous aviez un plan, une idée précise de comment les choses s'architecturaient progressivement? Est-ce que vous saviez où vous alliez? Comment, à un moment donné, le roman allait-il se terminer? Non, je ne savais pas. Pas du tout. Non, je ne sais jamais, sinon c'est chiant. Quoi. Non, peut-être c'est chiant de poser des questions qui sont banales, peut-être, mais oui, oui. Non, c'est pas banal du tout, mais j'avais un plan dans la structure. Ça fait un peu écho aussi à je ne sais pas si vous avez lu La vie mode d'emploi de Georges Perec. Alors Perec, il était aussi scientifique, ingénieur, donc on a des petites manies comme ça de construction. Les 4 saisons comme ça, je savais que j'allais faire mes chapitres de la structure. Après, ce que j'allais mettre dans les chapitres, c'était beaucoup moins clair. Donc les parcours se sont vraiment créés au fur et à mesure. Oui. Ce qui est très, très, très beau aussi, c'est très intéressant, c'est ce mélange, je dirais, de littéraire et de scientifique. Enfin, je ne sais pas comment le qualifier. Il y a parfois des métaphores, des points de comparaison, des références à la physique, à la chimie, mais qui ne sont pas là du tout gratuitement, qui sont là pour éclairer, justement, je trouve, les relations humaines. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Ouais. Mais... Je me rappelle quand j'étais... mais c'était même au lycée, quand j'ai commencé à faire de la chimie... J'adorais imaginer que les molécules, c'était des êtres humains et que ce qu'on nous disait sur les relations, les réactions des corps, les changements d'état, je me disais, quel est le passage entre le microscopique et le macroscopique? C'est-à-dire que toutes ces molécules qui nous composent, est-ce que finalement, c'est pas elles qui décident de nos comportements? Non, mais je peux aller très loin dans les délires, faut pas me lancer là-dessus. Mais non, mais c'est vrai que, évidemment, ça a été ma formation première et je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans la science. Il y a énormément de poésie dans la science aussi à aller chercher. Le livre est en hommage à Paul Auster. Vous avez traduit, je crois, 2-3 de ses livres, de ses textes. Vous l'avez rencontré, je ne sais pas, à New York. Est-ce qu'il a été dans votre vie Oui, il a été dans ma vie et pour cause, il m'a beaucoup soutenue au début de mon parcours d'écrivaine, quand j'ai publié Voix sans issue, il y a 17 ans maintenant. C'est quelqu'un qui m'avait beaucoup encouragée et à l'époque qui avait soutenu le livre, qui avait écrit un article à propos de Voix sans issue. Donc oui, c'est quelqu'un qui a pas mal compté dans le sens où je vivais à New York, que je l'ai rencontré et moi j'arrivais à l'époque... en étant avec mon étiquette de scientifique, j'écrivais depuis que j'avais 15 ans, mais sans oser en faire quoi que ce soit. Et j'étais très marquée par mon éducation en France qui disait si t'es scientifique, t'es pas littéraire. Moi, j'osais pas trop dire que je voulais écrire ou que j'écrivais même. Et c'est vrai que Paul Auster a été quelqu'un qui m'a dit mais non, mais... vas-y, il faut que tu tentes, qui m'a encouragée, qui a lu des textes, qui m'a soutenue. Et à cet âge-là, à ce moment-là de mon existence, c'était vraiment extrêmement important. Je pense que les rencontres qu'on fait sont vraiment déterminantes pour nos choix aussi professionnels et nos choix d'orientation. Et je ne sais pas si j'aurais réussi à avoir la conviction, parce qu'il faut de la conviction. Quand vous commencez à écrire, c'est pas évident, parce que tout le monde vous dit, non, mais c'est pas un métier, tu vas pas gagner ta vie, vos parents, ils font la tronche, parce que tu as fait une école d'ingénieur pour être écrivain, dis donc. Voilà. Donc il faut quand même avoir une certaine confiance qui n'est pas aisée à trouver. Et je trouvais qu'elle était non seulement plus facile à trouver dans une partie de la culture américaine, et puis dans cette rencontre avec Paul Auster. Finalement, on pourrait dire que dans le roman, les personnages se cherchent eux-mêmes. Cherchent, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment le qualifier, à être plus en phase avec eux-mêmes, à finalement peut-être renoncer à certaines choses, à faire le sacrifice peut-être de... Il y a un exemple dont on parlait au départ, qui est celui de Célène, brillante chercheuse, professeure en gestion de l'environnement, qui a un poste qui s'offre à elle à Dubaï et qui va
voilà, ensuite un questionnement, poser le pour et le contre, on s'interroge sur va-t-elle accepter, parce que finalement elle apprend qu'elle est choisie, ou non, quoi. Pour des raisons de vie de couple aussi, puisqu'elle vit aussi avec un journaliste au New York Times, si je me trompe, porteur. Bon, voilà, c'est ces questionnements auxquels on a tous été confrontés. Ouais, c'est vrai que... Et c'est un peu ambition contre conviction. Dans quelle mesure nos convictions, nos croyances, nous pouvons les incarner dans nos choix professionnels. Et ça, c'est très difficile. Et moi, je donne des ateliers avec des étudiants qui sont dans le supérieur, enfin, qui ont eu leur bac, et je vois tellement de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Pourtant, qui font des études supérieures, qui sont même dans des écoles prestigieuses, et qui sont là parce qu'il y a une ambition, mais il n'y a pas le but de l'ambition. Il y a l'ambition, mais elle n'a pas de... elle n'a pas d'objet, en fait. C'est-à-dire, je suis là parce que c'est prestigieux, mais j'y crois pas complètement, ça me remplit pas complètement, ça me satisfait pas complètement. Donc, pour moi, c'est un questionnement très, très important. Et il se trouve qu'en allant vers l'écriture, pour ma part, j'ai pas du tout fait le choix de l'ambition. Vraiment pas. Et à l'époque, je l'ai fait un peu comme ça, à l'aveugle, parce que quand on a 25 ans, ou même plus jeune, 23 ans, c'est quelque chose que je défends. Alors, peut-être j'ai tort, mais que je défends fermement, c'est-à-dire aller avec votre conviction. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas y avoir d'ambition, ce n'est pas exclusif. Mais si c'est l'ambition pour l'ambition, je ne pense pas que ça donne un résultat heureux au final. Je parlais de la langue, j'ai parlé de la langue, du style, de l'écriture, passage très poétique, mais aussi, alors, ce qui m'a assez frappé aussi, c'est souvent, il n'y a pas tout le temps, mais il y a parfois des trois termes qui vont succéder en fin de phrase, pas forcément en fin de phrase, du reste trois verbes qui sont par exemple sans virgule, pour une sorte de procédé, pas d'accumulation, mais pour donner plus de force. J'ai remarqué ça, mais entre autres. Il y a aussi, ce que vous travaillez très bien, c'est les dialogues. C'est en fait les réponses, les dialogues sont contenus dans... Il n'y a pas de... Vous n'allez pas à la ligne, il n'y a pas d'alinéa. Je trouve que ça donne du coup beaucoup plus de vivacité, de fluidité à l'échange. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était important pour vous, de travailler le texte, travailler la langue, le style? Ah oui, ça vient... Non, c'est pas évident. C'est pas... Non, moi, ça vient d'abord. C'est vraiment mon plaisir, mon premier plaisir, c'est de travailler la phrase, de travailler la langue, de sa musicalité, vraiment de donner... Je suis un peu maniaque, peut-être, mais j'aime bien donner au lecteur quelque chose qui est... Il faut que ce soit fluide, et en même temps, il faut qu'il y ait des échos dans cette phrase. Voilà, il faut que ça soit très lisible, il faut que ça coule, et en même temps, il faut qu'il y ait une force et quelque chose qui soit dit dans la phrase. Et c'est vrai que dans les dialogues, moi, j'ai toujours été... un peu gênée par tiret, blablabla, tiret, blablabla. C'est jamais quelque chose avec lequel j'ai été, même dans mes lectures, très à l'aise. Et je trouve que d'inclure les réactions, les paroles des personnages dans le flot du récit, de la narration, ça donne quelque chose de beaucoup plus vivant, à mon sens. Mais c'est pas évident à faire non plus. C'est pas forcément si facile que ça pour que le lecteur puisse suivre aussi. Et du coup, ça crée, oui, je pense, une plus grande proximité avec les personnages aussi, je pense, avec leurs pensées. Et puis, il y a cette idée, quand on est dans la vie réelle, j'allais dire, quand quelqu'un dit quelque chose, nos pensées ne s'arrêtent pas, forcément. Tout ça se mêle, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement coupé. La phrase qui est prononcée, elle a une influence sur nous, elle a une influence sur le cours de nos pensées. C'est aussi pour rendre compte de ça. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être lire, je ne sais pas si vous aimez lire des passages de vos textes, ou est-ce que vous c'est comme vous voulez, voulez, ou si vous voulez lire, avec plaisir, si vous aviez une idée. Je n'ai pas vraiment prévu, on n'en a pas parlé avant. Je vais lire peut-être juste au début, pour pas trop, parce que c'est Orna, donc, qui est journaliste. Quand elle voyage en train ou en avion, une place lui est réservée. Tablette, siège inclinable, lumière orientable. Le confort de ses voyages ressemble à celui de sa vie, où elle obtient ce qu'elle veut grâce à l'usage de séries de codes. Code bancaire, code vestimentaire, code socio-professionnel. Elle appartient à un système et ce système promet d'assurer sa survie tant qu'elle se plie à ses règles. Depuis son enfance, elle s'y est astreinte. Elle a passé des tests, des examens, des entretiens, toujours avec la certitude qu'en remplissant les conditions fixées, en obéissant aux ordres tacites, en présentant l'apparence souhaitée, elle réussirait. Le réfugié, lui, a tenté sa chance. Il s'est élancé sans connaître le point de chute, ne comptant que sur son endurance et la solidarité de quelques congénères. Un choix fort optimiste ou désespéré que de s'en remettre au hasard. Personne dans l'entourage d'Orna n'en serait capable. On chérit les garanties et les procédures, on prévoit, on s'assure, on verrouille les variables. L'errance est échec,
quelle que soit l'ambition ou la force de celle ou celui qui s'y livre. C'est un passage, voilà, il y en a énormément d'autres, mais bon. Et donc c'est vrai qu'Orna va mener aussi une réflexion assez profonde sur sa vie. Enfin voilà, on ne va pas en dire plus, parce que c'est vrai qu'il faut faire attention de pas. C'est vrai que le roman est vraiment construit comme ça aussi. On va au fil des échanges entre les personnages découvrir évidemment des choses, des choses très inattendues aussi. Ça aussi qui est assez réussi, c'est que on ne devine absolument pas. Enfin, on est vraiment surpris, quoi, le lecteur. Voilà. Avez-vous des questions, des réflexions, des remarques à propos donc du roman de Céline Curiol, Les lois de l'ascension, chez Actes Sud? L'épreuve des questions. Pas forcément des questions, ça peut être des plaintes aussi. Une remarque. On ne peut pas dire ça, mais une remarque. Vous travaillez sur un nouveau livre, là, juste pour relancer un petit peu, revenir après. Ouais, laissez réfléchir. Oui, voilà. Je ne prends pas personnellement que vous n'ayez pas de questions. C'est pas évident de repartir sur quelque chose après ça, quand même, je veux dire. C'est marrant, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que vous pensez encore à vos personnages quand vous avez fini d'écrire? Et où je dis oui, on est un peu entêté. Alors, parfois, je leur fais des petites aventures. Je dis, ah bah tiens, si j'étais en train encore d'écrire le livre... Pavel, il ferait ça. Ah bah lui, ça le ferait marrer, ça. Donc oui, donc il faut que je les chasse un peu, là. Il faut que je fasse un peu de ménage pour pouvoir commencer. Mais je pense que je vais plutôt écrire un petit essai plutôt qu'une fiction, là, pour le moment, histoire d'avoir une autre approche. Je suis pas complètement prête à me relancer dans un roman, en fait. Voilà. Donc je laisse un peu en jachère, comme on dit, en agriculture, et puis après, je reviendrai. C'est vrai que c'est finalement... Pour certains, c'est un peu des fins ouvertes, hein, ce roman. Il pourrait très bien y avoir, on imagine, une suite. Enfin, le tome 2. Écoutez, si je dépasse 100 000 exemplaires, j'écris le tome 2. Il a beau faire 838 pages, il y a vraiment une possibilité de développer, de continuer. J'ai trouvé, moi, franchement. Je me suis dit, tiens, si vous êtes sur un essai, je ne peux pas vous... Bon. Non, mais, oui, mais c'est marrant. Pour moi, c'est fini. Pour certains personnages, il y a encore une ouverture, il y a des possibilités de... Bon, voilà comme quoi, la perception du lecteur, c'est Non, mais tant mieux. Écoutez, je sais pas, je reviens vers vous. Questions, remarques, réflexions, ou sinon on passe à la dédicace. À ce moment-là. Oui, voilà, très bien. Non, on va pas. Et puis vous pouvez discuter avec Céline Curiol en tête à tête. Voilà. Merci de votre attention à toutes et à tous. Merci beaucoup. Le roman de Céline Curiol, Les lois de l'ascension, est publié aux éditions Actes Sud. Chez ce même éditeur, Céline Curiol a fait paraître Les vieux ne pleurent jamais, L'ardeur des pierres ou encore Voix sans issue, entre autres. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 13 mars 2021. Réalisation et mise en onde, Radio. No matter, I'm on fire on the plane.